Salut, c'est les Jérôme. Pour la suite du chantier de la tourelle, il faut maintenant refaire le linteau. Avant toute chose, on voudrait dire que pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, on a fait une mini vidéo annexe, non répertoriée, avec quelques explications et justificatifs des choix qu'on a fait. Le lien est là-haut et dans la description. Pour se rappeler, le linteau, c'était ça. Il était tout cassé et n'a pas supporté non seulement la contrainte de déformation suite au mouvement du bâtiment, mais aussi la barre d'acier qui était logée et qui a gonflé avec la rouille. Comme solution de remplacement, on a assez rapidement éliminé la pose d'un linteau identique en pierre de taille. Même si la carrière est encore exploitée, ce n'est pas certain qu'en tant que particulier, on aurait la possibilité de commander, et on n'imagine même pas le prix d'un tel morceau. Sans compter la manipulation d'une pièce si lourde alors qu'on a déjà galéré avec les pierres du dessus du bandeau. De toute façon, la pierre à elle seule est trop tendre et il ne peut pas supporter en flexion la charge à reprendre par ces linteaux au vu de leur section. C'est sans doute pour cela qu'il y avait la barre d'acier logée à l'intérieur. Le problème reste donc identique et en plus cette barre, c'est moche. Mais bon. Mais dans tous les cas, il va falloir une armature. Alors, on a opté pour la solution de noyer l'armature dans le linteau. Un linteau en béton armé, quoi. Enfin oui, non, pas vraiment, mais si. On va vous montrer tout ça. Bien longtemps avant cette étape de remontage, on a commencé nos tests. Notre idée est de faire un béton de pierre calcaire avec de la pierre broyée, à partir de la même pierre que les linteaux, et ça, on n'en manque pas. On a donc fait de très nombreux essais avec des mélanges en proportions variées. Et comme liant, on a principalement utilisé du ciment blanc, vu qu'on vise une haute résistance en compression. Chaque essai est moulé pour former des éprouvettes, en quelque sorte, pour faire des évaluations de la résistance du béton. Bon, alors, il existe des outils pour mesurer cela, par exemple un scléromètre, mais bon, ça coûte un pont et on n'a pas ça. Alors, le bon vieux système D. On en a découpé des morceaux, toujours du même calibre, ou tout du moins avec des dimensions connues. Puis on les a disposés sur une balance, sur deux appuis séparés d'une distance déterminée, et on exerce une pression sur le centre, où il y a un appui pour bien exercer la pression au milieu. On appuie de plus en plus fort pour soumettre l'éprouvette à la flexion. Jusqu'au moment où elle se brise. Et il faut être attentif aux chiffres de la balance. Connaissant la section, la longueur et la distance des appuis, on peut alors calculer grosso modo la résistance en flexion du test. Et en simplifiant, on considère que la résistance en compression du mélange est 10 fois celle de la résistance en flexion. Bon, c'est pour nous donner un ordre d'idée, histoire de savoir dans quelle classe de béton on se trouve. Bon, en principe, il faut attendre 28 jours pour pouvoir connaître la résistance caractéristique, mais on n'allait pas attendre si longtemps. Alors, en connaissant la courbe de cure du ciment, il est possible de faire le test de résistance à 7 jours, où il a déjà atteint 70% de sa résistance finale. Et il n'y a plus qu'à pondérer le résultat. On a fait différents tests de proportion de liant, mais aussi avec des granulats de taille variée, et même de la pierre en assez gros morceaux. Et les meilleures résistances similaires à un béton de classe C25-30, on les a obtenues avec un mélange de granulats tamisés en 0,2 additionné avec du 2,6. Bon, la résistance, c'est bien, mais une fois cela déterminé, il faut aussi s'occuper de l'aspect visuel du linteau. Parce que l'aspect brut de décoffrage, c'est pas trop ce qu'on recherche. On a bien essayé quelques techniques de travail de surface à différents stades de la cure, comme le ponçage au papier de verre, et même si ça allait encore, ce n'était pas ultra convaincant. On veut vraiment que ça ressemble à de la pierre. Et là, Jérôme a eu une bonne idée. Utiliser du papier de verre, oui, mais comme moule. Et il n'y a pas photo, de cette façon c'est parfait. Et côte à côte avec une vraie pierre, on s'y tromperait. Bon, des morceaux de papier de verre aussi grands qu'un linteau, on n'en a pas encore vu. Alors, on a dû tester pour voir si plusieurs morceaux tapissés dans un moule n'allaient pas laisser une couture trop visible. Le papier est huilé pour faciliter le démoulage. Voyons ça.
Bon bah oui, comme on s'y attendait un peu, la démarcation entre les différents morceaux est fort visible. Et même en ponçant un peu la couture, c'est pas top. Le papier de verre finalement, ce n'est qu'une surface plane, fort rugueuse, faite de grains plus ou moins fins, un peu comme du sable. Alors, eh bien, pourquoi ne pas préparer cette surface nous-mêmes? On a donc encore fait quelques tests avec différents types de sable et tamisage de ce qu'on avait sous la main. Un peu de colle à bois, le sable est saupoudré, l'excès retiré et puis on tasse au rouleau. Quand la colle a bien séché, un peu d'huile et quelques tartinades d'enduit-pierre. On a encore continué nos tests pour voir si tout le coffrage du linteau pouvait être sablé en même temps ou s'il valait mieux procéder par face. Au niveau de l'aspect, ça donne bien, mais au niveau du démoulage, ça déchire le sablage évidemment. Bon, le résultat final, enfin ce qu'on a choisi de faire, c'est de sabler par face et avec un sable qu'on tamise très finement avec un petit tamis fait maison. Cela donne une granularité assez régulière et prononcée, juste ce qu'il faut. Et le rendu est très bien. Enfin, sans les bulles. Mais il n'y en aura pas sur le linteau. Oui, bon. La pierre calcaire, ce n'est pas ça qui nous manque. En plus du linteau démonté, on en a de partout sur le terrain, plus les restes des tailles des sommiers des voûtes, etc. Bon, pour les petits tests, il est facile de broyer quelques morceaux ici ou là, mais pour faire un linteau, de la poudre de pierre, il va nous en falloir quelques dizaines de litres. 80 litres par linteau d'après nos estimations. Comme plusieurs personnes nous l'ont suggéré, en nous voyant broyer les pierres pour la restauration de la base de la verrière, on a testé une solution avec la bétonnière. Oui, j'ai dit bétonneuse. On y met des boules de pétanque avec des morceaux de pierre et on fait tourner tout ça. Bon, ça fait un boucan d'enfer et la poudre s'envole. Pour le bruit, à part un casque, on ne peut pas faire grand chose, mais pour la poudre, on peut mettre un morceau de bâche plastique pour boucher l'ouverture. Alors, les résultats sont assez mitigés. Cela prend beaucoup plus de temps que si on le faisait manuellement. Bon, dans un sens, peu importe, pendant ce temps-là, on peut faire autre chose et on ne se fatigue pas. Mais il y a un autre souci. La poudre est vraiment trop fine. Cela ne fait pas de petits gravillons, tout est roulé comme des galets, ce qui fait que cela ne se broie plus. Les petits morceaux sont aussi tout ronds, ce qui n'est pas idéal pour la résistance du mortier. Si on ne se trompe pas, il semble que c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas utiliser le sable du désert pour faire du béton, car il est trop lisse, la surface d'accroche est moindre. Bref, la fine poudre, c'est bien pour la teinte, plus c'est fin, plus la couleur est rendue, mais pas en si grande quantité pour notre besoin en mélange. En plus, une fois les pierres arrondies, même en les remettant tourner, ça a de plus en plus de mal à se briser. Nous revoilà donc à broyer à la masse. On a tout de même réessayé avec des pierres plus petites et bien angulaires, avec des boules de pétanque et des grosses pierres plus dures. Et rien à faire, ça ne fait que de la poudre. Alors que nous, on veut ceci. C'est ce qu'on obtient à la masse. Bref, de temps en temps, on s'y mettait un petit moment avec quelques bouts de pierre à broyer. Dans les pierres, on n'a plus trouvé de fossiles ou de coquillages, mais des poches qui contenaient comme de la terre glaise, certainement des sédiments emprisonnés. On tamise le tout en 0,6 et ce qui ne passe pas dans le tamis, on le broie à nouveau
et on a trouvé qu'une grosse pierre plate faisait bien l'affaire. Pour être efficace, il ne faut pas se laisser trop encombrer par les fins morceaux et la poudre, sinon ça fonctionne moins bien car ça amortit le coup. Et voilà, quand tout est fait, on tamise à 0,2 et on a donc nos seaux, un de 0,2 et le reste en 2,6. Et en plus, par chance, cela dans les proportions qui nous conviennent. Pile poil. On a la pierre et la théorie, alors mettons tout cela en pratique avec la préparation du coffrage. On va le faire avec des morceaux d'OSB 22 mm restant du grenier. La colle à bois y adhère bien. On a fait un essai car on avait peur que les petits trous et irrégularités de l'OSB se voient sur le sable, mais on dirait que ce n'est pas le cas. Donc c'est parti pour quelques découpes. Pour la partie intérieure où l'aspect ne nous intéresse pas, on utilise du contreplaqué de coffrage qui est très lisse et qui sera parfait. Et tout ça devrait se mettre très bien. Pour la partie texturée, on prépare le sable en quantité suffisante à travers le tamis. C'est déjà du sable assez fin et on retire encore les plus gros grains. On ne peut pas vous dire quel type de sable c'est car c'est de la récup. En tout cas, il nous convenait parfaitement pour cet usage. Sur les planches, on a aussi fait un trait pour la feuillure où il n'y a pas besoin de sable. Une banque de masquage est appliquée tout du long. Puis ensuite, la colle. D'après les différents tests qu'on a fait, la qualité de la surface sablée dépend vraiment de l'application de la colle. Il faut que la couche soit la plus uniforme possible, bien lisse et sans surépaisseur. C'est le plus dur. On verse le sable. Et, chose à ne pas faire, toucher avec les doigts. Ça laisse des traces. Heureusement, avec le rouleau, ça s'est un peu estompé. Le moule est bien secoué et on peut retirer la bande. La surface est bien uniforme. On va laisser sécher tout ça et passer au suivant. Donc, ne pas toucher avec les doigts, et mieux vaut tasser légèrement avec un morceau de bois assez large et plat. Et voilà. Une fois tout cela sec, on a passé une couche de lasure pour imperméabiliser un peu en vue de réutiliser le moule. Et enfin, pour faire de la feuillure, on a calibré un morceau de bois de récupération en 50 par 50 mm. Qui dit latte armé dit armature. Alors des barres crénelées, c'est très facile à trouver, mais il y a un problème. Car même si le mortier est fait avec du ciment, il reste perméable à cause de la charge qui est calcaire. Il faut un peu le voir comme l'inverse d'un mélange où le liant est perméable comme la chaux et où la charge ne l'est pas comme le sable. Du coup, de l'eau, de l'oxygène et du métal, et bim, la corrosion ne se ferait pas attendre. Heureusement, on a une solution. Des armatures en fibre de verre pour les barres comprimées et tendues, et des barres en acier inoxydable pour les cadres. Et pour les cadres, on a une cintreuse. Les barres sont coupées à dimension, et puis on les plie pour former les cadres. On débutait avec cet outil, alors on n'a pas vraiment d'explication à donner pour le moment, mais on a fait 3 linteaux, et au dernier on a filmé de quoi donner un peu plus d'informations sur comment ça s'utilise. On y reviendra donc. Les barres horizontales sont aussi coupées. Et il n'y a plus qu'à assembler le tout. Comme liaison, on avait pensé à du fil inox, comme on en utilise pour filer les cadres des ruches. Mais ce n'est pas vraiment pratique, et finalement on a opté pour des colliers de serrage. On n'a pas tant de liaison à faire que ça. Il est prêt.
Ça dépasse des deux côtés sur les appuis et même un peu plus sur la partie droite qui rentrera dans le mur. On l'avait prévu au remontage du mur pendant les planchers du grenier en laissant un trou. Pour finir, avec les chutes des barres, pour bien lier le tout et pour ne pas que le linteau puisse glisser entre guillemets des appuis, même légèrement, on a ajouté 2 barres d'ancrage dans les colonnes de chaque côté. Tout doucement, ça se met en place. On n'a plus qu'à installer l'étayage et le coffrage. Pour avoir des creux en guise de joint entre le linteau et les pierres, on a inséré des petits morceaux de bois. Et sur les côtés, des cales qui sont les restes des éprouvettes de test et qui font la bonne épaisseur. Car l'armature ne doit pas être posée sur le fond du moule, il faut un enrobage suffisant des éléments. Tout se met bien, mais ça prend du temps. Le bois qui sert à faire la feuillure nous aide à assembler les éléments. Et au bout, encore un morceau de bois pour marquer le creux pour l'enduit brique. Allez, ouf, on y est. On va pouvoir couler. Alors, pas de chance, on était en plein pendant une vague de chaleur, vraiment pas idéal pour couler du mortier. Mais on n'avait pas le choix. Au moins, on a attendu la fin de journée pour s'y mettre, histoire d'éviter les chaleurs les plus fortes. On a préparé une première petite quantité de mortier, uniquement avec la partie la plus fine de la pierre, et à laquelle on a ajouté du pigment pour compenser le blanchiment dû au ciment. Le moule a été badigeonné d'huile, et puis on applique ce premier enduit sur une épaisseur assez mince de 2-3 cm. On fait cela pour ne pas devoir teinter tout le mélange, car le pigment c'est pas donné. De cette façon, c'est teinté en partie dans la masse, sur une certaine épaisseur, ce qui pourra être utile en cas de ravalement par exemple. Et on n'en applique que sur les parties qui seront visibles. On peut ensuite poser l'armature sur les cales, et à partir de là remplir avec un mélange non teinté où on a aussi rajouté la pierre en plus gros morceaux. Il y a encore, j'imagine, 2 sauts comme ça. Ah oui, et aussi attacher l'armature au centre à un fil, car de son propre poids, elle était un peu fléchie et il faut qu'elle reste bien droite. Bon, les mélanges, ça prend plein de temps à faire. C'est fastidieux et lourd à monter. Et il était tard et puis il faisait chaud, on n'en pouvait plus. À la fin du coulage, on a utilisé une aiguille vibrante pour faire remonter les bulles présentes dans le mortier. Il faut encore nettoyer les outils et puis dodo car il est tard, on était crevés. Le lendemain, on a protégé le linteau des rayons directs du soleil qui seraient néfastes et feraient sécher trop rapidement le béton. Et vu les chaleurs, on a aussi humidifié régulièrement. Bon, a priori, tout a bien été. On voit des petits plis sur le dessus, on pense qu'on a mis les cadres un peu trop près de la surface, mais rien de méchant. Bon, on atteint le moment où commencent quelques petits déboires. Quelques jours plus tard, on a décoffré les côtés, mais pas le dessous qui doit rester étayé. La face intérieure en disait long, des bulles. Les bulles! Ah, les petits bulles, je vais vous sauver! C'est mes bulles! Il reste encore plein de bulles. Pourtant, on a vibré comme il fallait, enfin on pense, et avec le recul, on pense avoir compris ce qui s'est passé, on en reparlera. C'est vraiment dommage, car sinon l'aspect de la pierre est vraiment ce qu'on recherchait. Puis plus tard, on a retiré les bois qui faisaient les joints et décoffré le dessous. Bon, ça n'a pas été facile, on a fait les planches un peu trop justes, et avec le mortier qui a coulé pendant la vibration, c'est rentré partout et ça coince.
On a dû tailler un peu au ciseau à bois pour arriver à la retirer. Et le bois de la feuillure, c'est pareil, il était complètement coincé. On fera mieux au suivant. Sur le dessous aussi, il y a plein de petites bulles et on a été assez déçus car sinon c'était parfait. Mais pas d'inquiétude, comme vous le verrez et le voyez sur ces images, on a corrigé tout ça dans un second temps. En attendant, le linteau est coulé, il est bien de niveau et on va pouvoir remonter tout le dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.